C'est après. Hein. Voilà, je te laisse présenter la société. Je reviens pour le quiz alors. Hein. Non, non. Il y a un quiz après. Ah non. Bon, je sais pas. Peut-être. Ok, bah, je vais me présenter. Donc, Jean-Michel Quatrin. C'est vrai que je suis un petit peu un habitué de ces événements comme partenaire du Grand Circuit depuis quelques années. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, un petit rappel sur Testoon. Donc, société que j'ai eu le grand plaisir de créer en 2007. Et donc, depuis 2007, on a notre site à Châtillon, dans la région parisienne. Et depuis cette année-là, nous équipons de très nombreux professionnels, que ce soit des artisans comme des électriciens, mais surtout beaucoup de professionnels du contrôle technique dans le bâtiment, des bureaux de contrôle, des maîtres d'œuvre, des diagnostiqueurs immobiliers, des collectivités locales, des organismes un petit peu comme l'APC notamment. Et nous les équipons avec quoi? Avec des technologies, d'une façon générale, qui vont leur permettre de contrôler et de diagnostiquer in situ, de contrôler le bâtiment. Alors, pourquoi est-ce qu'ils veulent contrôler le bâtiment, nos clients? Principalement parce qu'ils essayent de comprendre ce qui se passe, ils essayent d'améliorer, ils essayent de respecter des obligations réglementaires. Et donc, pour ceci, ils ont besoin de matériel, de logiciels et de services que nous leur fournissons. Et tout ceci dans des buts d'amélioration de la santé, de la sécurité, du confort et de l'efficacité énergétique dans les lieux de vie et des lieux de travail. Je dois faire toc, toc. Voilà, ah ben voilà. Il y a effectivement un quiz qui était juste après. Et donc, bon, mon quiz est extrêmement simple, puisque en fait, je vais vous proposer 3 réponses à la question suivante. En mesurant la qualité d'air intérieur, je m'assure que, réponse A, ici, il n'y a pas de risque d'attraper le Covid. Réponse B, le bâtiment dans lequel je suis est bien conçu. Réponse C, la ventilation marche bien. Alors, je ne sais pas si on a droit à une ou plusieurs réponses. On a droit à plusieurs réponses. Alors, allez-y. Donc, on va vous laisser quelques secondes pour répondre. Bon, cette question, elle n'était pas très scientifique ni très intelligente, je l'admets. C'était juste un petit peu pour lancer le débat. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme réponse? On a 10% des gens qui donc, mesurent la qualité d'air pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'attraper le Covid. Il y en a 59% qui vont mesurer la qualité d'air pour vérifier si le bâtiment a été correctement conçu. Et il y en a 97% qui vont le mesurer afin de vérifier si la ventilation marche bien. Ben, écoutez, il n'y avait pas de mauvaise et de bonne réponse à ce quiz. Hein. En gros, presque toutes les réponses, les réponses étaient presque bonnes. Hein. Mais malgré tout, il faut faire un petit peu attention. Hein. Attention parce que la question sur le Covid, elle n'était pas complètement anodine. Hein. On fait vite des énormes raccourcis quand on parle de qualité d'air intérieur. Hein. Et donc, quand on vous dit si le petit bonhomme qui est sur mon indicateur de CO2, il est vert, eh ben, c'est qu'il n'y a pas de Covid ici. Et puis, s'il est jaune ou rouge, c'est qu'il y a du Covid. Évidemment, le raccourci, il est extrêmement exagéré. Hein. Donc, c'est bien parce qu'on sait que les virus vont être évacués par une bonne ventilation et qu'une bonne ventilation va amener un faible taux de CO2 en intérieur, qu'on peut en conclure qu'il y a moins de risques d'attraper le Covid. Mais bien évidemment, le taux de CO2 n'est pas un indicateur pour dire qu'il n'y a pas de Covid. Il y a eu de gros raccourcis qui ont été faits quand on voit tous ces reportages où on voit les élèves qui, dès que le petit bonhomme devient vert, tout va bien, et dès qu'il devient rouge, tout va pas bien, on va tous être malades. Bon, voilà, il faut quand même faire attention à ça. La deuxième chose, effectivement, un bâtiment mal conçu peut créer des problèmes de qualité d'air intérieur. On en a beaucoup parlé. S'il y a des problèmes d'étanchéité, s'il y a des utilisations de matériaux qui ne sont pas corrects, etc., etc. Et donc, évidemment, ça peut être très utile de faire des mesures de QAI pour voir les pathologies du bâtiment. Et puis, il y a bien évidemment, et là tout le monde est d'accord là-dessus, une interaction entre ventilation et QAI. Okay. Néanmoins, ça fait effectivement de très nombreuses années qu'on connaît ces interactions. Mais on se pose toujours la question, est-ce qu'il faut traiter la cause ou la conséquence?
hein. Et donc, depuis de nombreuses années, on se dit, bah, tiens, il suffit de mesurer la QAI et donc on n'a pas besoin de traiter les problèmes de ventilation. Ou alors, à l'inverse, si on a une bonne ventilation, on n'a pas de problème de QAI. Mais en fait, la vérité, elle est entre les deux, hein. C'est-à-dire que la vérification de la ventilation telle qu'elle est amenée aujourd'hui dans le protocole RE 2020, puisque ça, c'est vraiment la nouveauté de l'année, hein, c'est qu'à partir de maintenant, on va vérifier que les systèmes de ventilation sont conformes à la réglementation. Ça veut dire que, un, ils fonctionnent correctement, et deux, ils répondent aux objectifs réglementaires. Et donc, jusqu'à maintenant, ça fait depuis les années 80 qu'on a une obligation de construire des ventilations, mais c'est seulement maintenant qu'on se dit, est-ce qu'elles sont efficaces? Est-ce qu'elles fonctionnent correctement? Sachant qu'il y a énormément d'études qui ont montré que les systèmes de ventilation, dans le neuf, à réception, n'étaient pas conformes à 60 à 70% des cas. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, d'autre part, le respect des réglementations nous donne un élément sur la ventilation et les mesures de la QAI vont nous amener à vérifier qu'on a bien un habitat qui est sain. Excusez-moi, je vais pas pouvoir tenir très longtemps si on ne m'amène pas quelque chose à voir. Je vais quand même passer à la suite. Voilà. Donc, pourquoi la qualité d'air intérieur est un sujet? On a déjà bien évoqué le sujet dans la table ronde d'introduction. Merci. Alors, bien sûr, c'est un sujet de santé publique, on l'a vu. C'est également un sujet de bien-être et de confort dans l'habitat ou dans les lieux de vie. C'est un sujet de prévention des risques, hein, puisque évidemment, le problème de qualité peut amener des risques. On l'a notamment vu avec le radon ou avec des polluants qui sont cancérigènes comme des COV, des formaldéhydes. Et puis, ce sont des sujets liés à la façon dont on se comporte aujourd'hui, au moment de la construction, au moment de la rénovation, au moment de la mise en place de nouveaux équipements, que ce soit des équipements de chauffage ou des équipements de ventilation. Et puis, c'est un sujet lié à la façon dont on fonctionne dans un bâtiment, notamment les comportements individuels ou les comportements collectifs ou les règles de vie vont avoir un impact sur la qualité d'air intérieur. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un sujet. La relation entre la construction et la qualité d'air intérieur, le sujet a été évoqué précédemment. Depuis la RT 2012, et donc c'est renforcé avec la RE 2020, on a décidé que pour des raisons d'efficacité énergétique, eh bien, on bâtissait étanche. Et donc, pour bâtir, on bâtit étanche pour éviter que les calories sortent du bâtiment, hein, et on isole pour moins consommer. Et d'un autre côté, quand on bâtit étanche, effectivement, eh bien, la qualité d'air va se dégrader puisque les polluants ne sont pas évacués. D'où l'obligation concomitante de bâtir étanche, qui est d'avoir un bon renouvellement d'air. Et donc, le sujet tout à l'heure qui a été clairement évoqué, c'est qu'en rénovation, aujourd'hui, on peut faire des rénovations sans traiter le sujet de la ventilation. Et donc, un bâtiment qui fonctionnait bien avant rénovation peut moins bien fonctionner au titre de la QAI après la rénovation si on n'a pas maîtrisé ce sujet. Donc, ces trois sujets sont complètement liés. Et donc, c'est pour ça, ici, il y a une petite phrase qui vient d'un programme qui s'appelle Promévent. C'est pour ceci que, après avoir, dans la RT 2012, exigé que l'on construise étanche et que l'on contrôle l'étanchéité, dans le cadre de la RT 2020, on a gardé cette exigence, mais on a rajouté l'exigence de contrôler les systèmes de ventilation. Et donc, un petit diagramme ici, ça reprend ce qui a été dit précédemment. Donc, les problématiques de pollution à l'intérieur, elles sont liées donc, aux matériaux, donc on en a parlé, la décoration, les mobiliers. Elles sont liées au système de ventilation et de chauffage, qui peuvent être émetteurs de polluants. Elles sont liées donc, aux agressions extérieures, par ici pollen, pesticides, etc., radon qui veut venir par le sol. Et puis, elles sont liées de façon très importante, et ça a été dit dans l'étude de l'APC, du comportement individuel, l'utilisation de certains produits, le fait de ne pas aérer, le fait de boucher les aérations, etc., etc. Alors,
une fois que tout ceci a été posé, pourquoi et comment et quand mesurer cette qualité d'air intérieur et comment est-ce qu'on le fait, hein. Donc, on va mesurer la qualité d'air intérieur, déjà parce qu'on veut s'assurer qu'on est dans un système avec un confort qui est optimal et qui est sain pour les occupants. Là, on sait très bien que l'être humain, il est confortable dans une certaine gamme de température, dans une certaine gamme d'hygrométrie, et puis avec un certain taux de CO2 dans l'air, et puis avec un minimum de polluants agressifs. La deuxième raison de mesurer ou de tester la QAI, c'est donc d'identifier les problèmes, d'identifier les éléments qui peuvent être à risque dans le but de éventuellement les éviter, hein. On peut se dire, tiens, cette pièce, elle est polluée, donc je ne vais pas y aller, hein. Donc, on va éviter. Donc, c'est typiquement tous les appareils que l'on va porter, par exemple, à la ceinture avant de rentrer dans une pièce où il y a un risque. Bon, le fait d'avoir ces appareils, ça peut être des équipements de protection individuelle, vont vous indiquer que, attention, surtout n'allez pas là parce que c'est dangereux, hein. Donc, on va avoir besoin de rechercher et de mesurer. On va vouloir évidemment corriger, hein, c'est-à-dire que lorsque l'on trouve une pathologie ou lorsqu'on trouve un problème, on va vouloir corriger ou remédier, c'est-à-dire mettre en place des techniques pour éviter. On parle beaucoup de remédiation, je pense, dans le domaine du radon, hein. Donc, la remédiation dans le domaine du radon, c'est de se dire, voilà, le radon, d'où est-ce qu'il vient dans mon immeuble et comment je vais faire en sorte qu'il soit évacué à l'extérieur avant qu'il aille polluer l'intérieur. C'est ce qu'on appelle les techniques de remédiation. Ensuite, autre raison donc, pour mesurer, c'est de rechercher des causes, hein, donc rechercher une source de pollution, hein. On dit, tiens, ici dans cette pièce, il y a du formaldéhyde, mais d'où est-ce qu'il vient, hein? Donc, on va essayer de rechercher l'origine, la source de ces polluants. Ça peut être aussi un système qui va polluer, un système de chauffage, par exemple. On parlait tout à l'heure de chauffage à bois qui peut être émetteur de particules, ou alors ça peut être des causes extérieures, des causes environnementales. Et donc, pourquoi est-ce que ça rentre dans mon bâtiment? Et donc, bien évidemment, ce que l'on souhaite, c'est prévenir les pathologies humaines et les pathologies également potentiellement de l'habitat. Ça va nous servir également d'indicateur pour optimiser, régler, voire réguler le fonctionnement des équipements. Bon, des choses évidemment assez classiques, réguler un système de ventilation sur un taux d'hygrométrie, hein, donc ça se fait tous les jours dans les systèmes hydro-réglables, ou également réguler un système de traitement d'air sur des taux de CO2 ou sur des taux de polluants particuliers dans des zones particulières. Ça peut servir également donc, à définir des modes opératoires pour le bâtiment et pour ses occupants. On en a parlé tout à l'heure dans le cadre des ERP. Eh bien, c'est les techniques d'évaluation, de mesure de la QAI qui vont ensuite permettre de définir des guides de bonne pratique, des modes opératoires, qu'est-ce qu'on fait effectivement après avoir fait le ménage, entre deux heures de classe, est-ce qu'il faut plus ventiler, etc., etc. Donc, c'est des éléments que l'on va pouvoir réalisé après avoir mesuré. Et puis, il y a une dernière bonne raison de mesurer la QAI, c'est de répondre à une réglementation, hein, puisque en France, on est quand même assez champion là-dessus. On est enclin à faire des essais et des mesures lorsqu'il y a une réglementation. Et puis, dans l'autre sens, c'est parce qu'il y a une réglementation qu'on a besoin de mesurer. Donc, on va prendre quelques exemples dans les minutes à venir. Alors, quels sont les paramètres que l'on peut être amené à contrôler et à vérifier pour améliorer la qualité d'air intérieur? Donc, j'en ai pris un certain nombre ici. J'ai essayé de les classer. Bon, ce n'est pas toujours évident. Il y a ce qu'on appelle les paramètres de confort. Les paramètres de confort, c'est la température qui peut être réelle ou ressentie. On sait que l'humain aujourd'hui fait la différence entre une température réelle et une température perçue. Et souvent, c'est des débats qui peuvent être assez interminables entre les personnes, puisqu'on ne ressent pas de la même façon. Les taux d'hygrométrie, donc ça joue également sur la notion de réel et de ressenti, et également des vitesses d'air. C'est-à-dire que quand vous êtes à un poste de travail, par exemple, et que vous avez une ventilation qui vous souffle dans le cou,
eh bien, c'est quelque chose qui va vous amener éventuellement de l'inconfort. Et donc, ces choses-là peuvent faire partie des mesures que l'on va devoir faire pour mesurer le confort. Il y a d'ailleurs des normes particulières sur la définition d'un environnement confortable et on peut mesurer le confort d'un environnement. Ensuite, on a les polluants intérieurs, donc on en a parlé déjà beaucoup, le CO2 bien sûr, avec sa particularité, je reviendrai dessus, les composés organiques volatiles tels que les aldéhydes ou les formaldéhydes, et puis d'autres résidus dans l'air qui viennent de moisissures ou d'acariens qui vont générer des particules agressives. Les polluants extérieurs, donc on en a parlé, souvent des hydrocarbures, on prend le benzène souvent comme marqueur, ça a été évoqué précédemment, et puis les gaz dangereux, ces gaz dangereux qui peuvent être avec des effets plus ou moins immédiats, c'est-à-dire que le danger peut être plus ou moins immédiat en fonction de sa concentration. Bon, vous le savez tous, notamment le monoxyde de carbone, c'est un bon exemple. C'est un composé qui peut être très dangereux dès qu'il y a une concentration importante et dans un laps de temps très très court. Et puis, il y en a d'autres, c'est plus l'accumulation. On a beaucoup parlé du radon. Le radon, c'est souvent l'accumulation. Donc, on parle plus de doses reçues dans le temps lorsqu'on parle de composés radioactifs. Ensuite, on va avoir tout ce qui tourne autour de la performance du renouvellement d'air. Donc ça, c'est un sujet qui a été aussi pas mal évoqué. Donc les performances de renouvellement d'air, elles se mesurent de deux façons différentes. Soit on mesure des débits aux bouches ou débits d'extraction, soit on mesure des pressions aux bouches, puisque les bouches hygroréglables sont calibrées, on va dire, pour avoir une caractéristique de fonctionnement qui est caractérisée par une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de la bouche. On peut également aller plus loin en mesurant l'étanchéité des réseaux aéroliques, puisque ça va être aussi un élément. Si le réseau aérolique n'est pas assez étanche, eh bien, on va avoir beaucoup de pertes. Et donc, on va avoir cette interaction entre on en a parlé tout à l'heure, entre l'efficacité énergétique du système de ventilation et la qualité d'air. Et puis, on va avoir la possibilité d'aller aussi sur des mesures de pathologie un petit peu plus directes que l'on va mesurer dans les bâtiments, tels que des humidités, des moisissures. Donc, quand on mesure la QAI, on va dire que soit on mesure directement des paramètres de l'air, soit on va faire des mesures indirectes. Donc, là, c'est une autre façon de segmenter la façon dont on voit ces mesures. Donc, on va mesurer directement une température, une hygrométrie, un taux de CO2, une exposition au radon, un taux de particules fines avec différentes tailles de particules. Et puis, indirectement, on va mesurer des débits d'air où on va en conclure des taux de renouvellement d'air, des recherches de sources ou alors l'étanchéité d'un local. Alors, maintenant, je voudrais aborder le sujet principal en fait, de ma présentation, c'est quelles sont les différentes méthodes de mesure et d'acquisition de données lorsqu'on mesure des paramètres de QAI. Alors, il faut bien avoir en tête que dès qu'on a choisi une grandeur physique que l'on souhaite mesurer, eh bien, il y a ou il n'y a pas de façon disponible sur le marché des techniques ou des technologies qui permettent de le faire. Par exemple, on aimerait bien que le radon se mesure de façon instantanée, mais aujourd'hui, ça se mesure toujours avec un temps de latence. Voilà. Ça, c'est les technologies actuelles qui permettent ou ne permettent pas de faire ce qu'on souhaiterait. Donc, il y a toujours des choses que l'on sait mesurer vite et puis des choses que l'on ne sait pas mesurer très vite. Et dans tous les cas, on doit quand même se poser cette question sur quelles sont les différentes méthodes de mesure. Là, je vais traiter un certain nombre de sujets. Donc, on va pouvoir faire des mesures de la QAI, d'une part avec ce qu'on appelle des badges passifs. Je donnerai quelques exemples. On peut faire des prélèvements d'air. Prélèvement d'air, c'est que vous prenez l'air, vous le mettez dans une petite boîte, puis ensuite, vous l'envoyez dans un laboratoire pour l'analyser. Vous pouvez également mesurer avec ce qu'on appelle des détecteurs ou des indicateurs électroniques, donc des petits boîtiers avec un écran qui vont vous donner d'informations instantanées.
On va pouvoir travailler avec des enregistreurs, c'est-à-dire que l'information, elle est instantanée, mais on va également la stocker. C'est qu'on va pouvoir ensuite voir comment elle évolue dans le temps. Et puis, on va aussi avoir la possibilité donc d'enregistrer, de stocker, mais également de transmettre cette information. Et aujourd'hui, à l'ère des réseaux et de l'Internet et du cloud, on fait des choses assez extraordinaires avec ces différentes techniques. Donc, la méthode des badges passifs, il y a par exemple 2 exemples que je montre ici. Donc, les mesures de radon avec des badges que l'on va donc poser pendant une durée assez longue. Je crois que c'est minimum 2 mois. Et en fonction des réglementations, des pays, etc., ça peut être de 2 à 6 mois. Donc, on va poser un capteur à un endroit. Il va être exposé à l'air. Il va y avoir un réactif à l'intérieur. Et une fois que la campagne d'acquisition est terminée, donc on va prendre ce capteur, on va prendre ce dispositif, on va l'envoyer dans un laboratoire et il va vous donner une mesure. Qu'est-ce qu'il va vous donner comme information? Il va vous donner, en gros, la dose qui a été accumulée pendant cette période, où il va vous donner une moyenne d'un polluant. Donc là, un autre exemple, c'est les badges Radiello, là, qui sont utilisés dans certaines mesures réglementaires pour mesurer des taux de benzène en intérieur. Bon, ben là, c'est pareil. On va mettre le capteur pendant une semaine dans une salle. Et puis, au bout d'une semaine, on l'envoie en laboratoire. Et il va vous dire, ben voilà le taux moyen de benzène que vous avez eu dans l'air pendant cette semaine. Alors, quel est l'avantage de cette méthode? Ce sont des méthodes qui, au niveau du composant, c'est relativement économique, puisque ce sont des composants passifs assez basiques. Et ce sont souvent les premières méthodes réglementaires qui ont été définies, parce que historiquement, c'était des méthodes qui sont apparues les premières sur le marché. Et donc, souvent, les méthodes réglementaires font appel à ces techniques. Et donc, il y a beaucoup de méthodes réglementaires qui consistent à dire, vous prenez un badge, vous l'exposez, vous l'envoyez dans un laboratoire. Et comme le laboratoire, il a toutes les accréditations qui vont bien, notamment des accréditations COFRAC, comme le préleveur, il a aussi toutes les accréditations qui vont bien, à la fin, on a une validation par un tiers. Ce tiers, il est certifié. Vous avez un rapport avec un joli logo qui vous dit que ça a été fait dans les règles de l'art et que c'est formidable. Et vous avez ce rapport qui vous dit, voilà, c'est indéniable, vous avez tant de radon ou tant de benzène dans votre pièce. Donc, c'est le gros avantage, on va dire, c'est d'avoir quelque chose de réglementairement bien cadré. Les inconvénients, c'est que souvent, vous avez une valeur, et puis cette valeur, vous ne l'avez pas tout de suite. Ce n'est pas du temps réel. Donc, bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir vous indiquer un risque immédiat. Donc, les 2 exemples que j'ai donnés, c'est le radon et le benzène, mais il y en a beaucoup d'autres qui fonctionnent avec cette technique-là. La deuxième technique, alors je ne développe pas le sujet du prélèvement d'air qui est très spécifique, notamment pour des recherches de particules d'amiante. Je crois qu'il y a beaucoup de sujets sur l'amiante qui tournent dans le grand circuit, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est aussi une autre technique de mesure. La technique qui semble la plus simple aujourd'hui pour la plupart des polluants, c'est d'acheter un petit appareil, un appareil à main. En général, c'est un boîtier, un afficheur. Alors pour ceux qui sont dans la salle, on en a toute une collection ici sur notre petite table de démonstration. Et donc, on est capable de mesurer des températures, des taux d'hygrométrie, des vitesses d'air, des taux de particules fines, du radon, du CO2, du CO. Voilà, j'ai pris quelques exemples ici. Avec tous ces appareils, c'est simple. C'est des appareils sur batterie, on l'allume, on met son capteur à l'endroit où on veut faire sa mesure, on attend parfois quelques secondes, parfois quelques minutes, parfois c'est instantané, vous avez une mesure. OK? Voilà. Donc c'est pratique, c'est rapide, c'est instantané, ça ne coûte pas très cher et vous avez une donnée immédiatement. Alors, il y a quand même un certain nombre de précautions à prendre parce que de faire une mesure ponctuelle, dans certains cas, ça a du sens et puis dans d'autres cas, ça n'a pas de sens. Notamment quand on fait une mesure de CO2, par exemple. Une mesure de CO2, le CO2 est quelque chose de très volatile. Donc, vous pouvez rentrer dans une pièce, il n'y a pas de CO2, vous restez dans la pièce pendant une demi-heure,
au bout d'une demi-heure, il y en a, c'est vous qui l'avez généré. Okay, tout simplement. Hein. Donc, qu'est-ce que vous recherchez? Vous voulez connaître la valeur du CO2 quand il y a quelqu'un, quand il n'y a personne. Enfin, voilà. Donc, avec la volatilité de l'air, vous devez bien sûr prendre ça en compte pour savoir si votre mesure elle a du sens. Hein. Et puis, bien sûr, si le mesureur lui-même il va perturber la mesure, et bien à ce moment-là, il faut aussi se poser la question de la validité de cette mesure. Hein. La température, le CO2, c'est des choses qui vont être perturbées par la personne qui fait cette mesure. Voilà donc quelques exemples. Alors, je ne parle pas encore ici des notions de précision de ces appareils de mesure, mais c'est une évidence, c'est-à-dire qu'il faut aussi avoir des appareils dont la gamme de fonctionnement et dont les seuils de détection, dont les précisions annoncées par le fabricant ou les précisions qui sont validées par un certificat d'étalonnage sont maîtrisées par la personne qui utilise cet appareil. On voit énormément aujourd'hui d'exemples où on vous vend des capteurs de CO2, mais on ne vous affiche jamais la précision. Et puis, quand on regarde dans les détails, on s'aperçoit que c'est des appareils qui vont dériver, par exemple. C'est-à-dire que quand vous l'achetez, il va vous donner une mesure, et puis 2 mois plus tard, dans le même environnement, il vous donnera une mesure complètement différente parce que le capteur aura dérivé. Donc ça fait partie des choses qu'il faut maîtriser lorsqu'on fait des mesures professionnelles. La catégorie de produits suivants, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez des petits capteurs électroniques, mais ces capteurs électroniques, ils vont enregistrer un ou plusieurs paramètres. Donc ça, c'est des technologies qui ont été bien développées ces dernières années et qui permettent d'avoir des boîtiers dans lesquels on va stocker les informations et voir leur évolution dans le temps. Alors typiquement, on dit qu'on va mesurer température, hygrométrie, CO2 et on va dire je stocke une mesure toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. Là, il faut se poser la question de la pertinence de la variation de ces paramètres avant de paramétrer correctement ces appareils. Et donc, on le pose, et puis on s'en va, on rentre chez soi. Et puis, quand on veut savoir ce qui s'est passé, on revient, on retourne à côté de l'appareil, et puis, soit on fait défiler les données à l'écran, soit on les récupère avec un ordinateur, une liaison USB, etc. Enfin, il y a différents types de techniques qui permettent de récupérer l'information. Donc ça, c'est très sympa parce que ça permet d'avoir des informations complémentaires, ça permet de voir comment les choses évoluent dans le temps. Tout à l'heure, quelqu'un en a parlé. Il y a des pics, il y a des moyennes, et souvent, d'avoir des pics et des moyennes, ça ne vous donne pas la même information. Voilà. Alors, ces techniques sont aujourd'hui disponibles sur plein de boîtiers. Alors, il y a des boîtiers avec des écrans, il y a des boîtiers sans écran. Alors là, chacun a ses petites habitudes. Il y en a qui disent « moi, je ne veux surtout pas de boîtier avec un écran parce que dans une salle de classe, je n'ai pas envie de montrer des données qui peuvent être mal interprétées, par exemple. Donc, je préfère mettre des choses sans écran. Il y en a qui ont directement la petite interface USB. Donc, on prend le capteur, on le connecte directement à son ordinateur, on récupère les données, ça fait directement un rapport. Il y en a d'autres qui vont communiquer avec un smartphone. Donc, on a le petit boîtier, c'est une boîte noire là c'est une chambre à ionisation, je pense, qui va récupérer l'information radon. Et puis, avec un smartphone, on va pouvoir aller récupérer les infos et avoir l'évolution dans le temps, etc., etc., etc. Et puis, ce qui devient aujourd'hui de plus en plus populaire, c'est la même chose, sauf que ces informations, au lieu de les garder stockées dans le capteur, on les envoie sur un serveur, on les envoie sur un système de gestion technique de bâtiment, on les envoie dans le cloud. Et ça se développe beaucoup parce que ça donne un confort d'utilisation de plus en plus important. L'avantage, c'est que vous posez votre capteur, vous rentrez chez vous, et puis le soir, vous allez sur votre ordinateur avec un navigateur, vous allez tout de suite voir que vos capteurs fonctionnent correctement, vous pouvez tout de suite voir s'il y a des alarmes, vous pouvez tout de suite commencer à analyser, et puis vous allez pouvoir superviser, c'est ça l'information importante, c'est que vous allez pouvoir superviser la QAI à distance dans tous vos locaux. Donc je pense que c'est ça, c'est en gros ce que vous faites dans votre projet à Fachtuménil, Christophe, c'est que donc, vous avez instrumenté des écoles et vous allez avoir accès directement en temps réel à toutes ces informations. Et aujourd'hui,
enfin, on a souvent des clients qui m'ont appelé ces derniers temps en disant « Bon, bah, c'est super, on a mis des petits boîtiers CO2 dans les salles de classe, mais au final, ça nous pose plusieurs problèmes, parce que d'une part, effectivement, l'information, elle reste dans la salle de classe et elle ne nous remonte pas au niveau des services techniques de la mairie. Les appareils, des fois, ils sont chapardés et puis on ne les retrouve pas. Et puis, lorsque la batterie est morte, il n'y a personne pour la recharger, etc., etc. Donc là, on met en place un système qui est sécurisé, qui ne donne pas forcément l'information avec un écran, mais qui remonte aux personnes qui ont besoin de savoir. Et au final, on se retrouve avec des tableaux de bord qui vont vous permettre d'analyser exactement le fonctionnement de votre bâtiment et de la qualité d'air intérieur associée. Donc là, vous avez l'axe des temps. Hein, là, je ne sais pas, je vois 21 juillet, 20 juillet, 21 juillet, 22 juillet, etc. Et puis, vous avez des paramètres. Là, sur ce diagramme, vous avez pas loin de 10 paramètres qui sont mesurés. La pression atmosphérique, l'humidité, la température, le taux de CO2, les COV légers, le formaldéhyde, les COV totaux, les particules fines de 2,5 microns, les particules fines de 10 microns. Qu'est-ce que je vois encore? Voilà. Et après, on peut faire des calculs avec différents paramètres. Et là, on voit tout de suite qu'on a des pics, on voit tout de suite qu'on a des trous, et puis surtout, on peut corréler. Hein. On se dit, tiens, comment se fait-il que tous les jours, entre 8h et 10h, on a un pic de CO2? Comment se fait-il que lorsque on a une augmentation du CO2, on a en même temps une baisse des COV, ou l'inverse? Et là, on commence à avoir des indications qui vont nous aider à comprendre le fonctionnement du bâtiment. Ça, c'est des données qui sortent d'un produit qu'on a ici qui s'appelle le NEMO de la société Etera, qui est capable donc de mesurer plein de paramètres en même temps et dont le radon également, puisqu'on a le modèle ici avec la chambre radon. Voilà, je crois que j'arrive au bout de ma présentation, ou presque. Une petite liste de bonnes pratiques également sur comment faire pour prendre une bonne mesure. Prendre une bonne mesure, il ne s'agit pas juste d'acheter un appareil. Tout à l'heure, je donnais un exemple sur le fait qu'un appareil n'est pas forcément en adéquation avec le besoin. Il y a un bon exemple, c'est les COV. Les COV, il y a des seuils de détection aujourd'hui réglementaires ou au sens de l'OMS qui sont extrêmement bas. C'est des ppb, on ne parle plus de ppm, on parle de ppb, des parties par million. Et donc, lorsqu'on choisit un détecteur, très souvent, il y a des détecteurs pas chers, ou détecteurs qu'on va peut-être appeler grand public, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'au final, tout le monde est dans le public affecté par ces mesures, dans lequel les seuils de détection sont trop hauts. Et si les seuils de détection sont trop hauts, l'appareil va vous dire que tout va bien, alors qu'en fait, tout ne va pas si bien que ça, puisqu'il n'atteint pas les seuils de détection. Et donc, bien savoir lire une documentation technique ou bien se faire conseiller sur le choix d'un matériel, c'est d'abord bien vérifier que les performances attendues sont en adéquation avec votre besoin. Par exemple, ça peut être donc des seuils de détection, des résolutions, des temps de réaction. Moi, je suis toujours amusé lorsque il y a des gens qui prennent des mesures de température, par exemple, à l'intérieur ou à l'extérieur, sans attendre que le thermomètre se stabilise. Et puis des fois, il y a des thermomètres qui se stabilisent en quelques secondes, et puis il y a certains thermomètres, ils vont mettre plusieurs heures avant de se stabiliser, parce qu'ils ne sont pas faits pour la même chose. Et ça c'est tout simple, mais il faut avoir ça en tête quand on choisit un appareil. Il faut ensuite maîtriser la métrologie de son appareil. Donc la métrologie, c'est-à-dire est-ce qu'on connaît bien sa précision, ses incertitudes? Est-ce qu'on les étalonne régulièrement? Est-ce que c'est important de les étalonner? Pourquoi? Est-ce qu'on les ajuste? Est-ce qu'on prend en compte les résultats de l'étalonnage dans ces calculs? Si jamais l'étalonnage vous dit qu'il y a un écart, est-ce que vous le prenez en compte dans vos calculs, etc. etc. J'ai déjà fait pas mal de présentations sur la métrologie, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais si vous voulez en savoir plus, il y a des replays, je crois, qui parlent pas mal de métrologie dans les appareils de mesure qui seront intéressants. Bien évidemment, bien connaître et maîtriser les conditions d'utilisation de ces appareils. Les appareils eux-mêmes peuvent dériver, se dégrader, se polluer. Il faut changer. Il y a des consommables des fois, donc il faut penser à changer les consommables. Et puis, il faut aussi avoir en tête qu'il y a des logiciels
lorsqu'on travaille sur des outils dans le cloud, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi maîtriser la partie logicielle. Et puis, forcément, si vous travaillez dans un contexte bien réglementé, donc bien maîtriser le contexte réglementaire, ce qui passe en général par une formation, une certification, une accréditation, qui vont assurer que voilà, l'appareil est utilisé dans les conditions nécessaires à cette activité. Voilà. J'ai juste un truc que j'ai oublié de dire, c'est que le fait de monter des solutions avec remontée dans le cloud, il y a quelques années, ça pouvait sembler un peu compliqué à mettre en œuvre. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus facile. C'est de plus en plus facile. Vous pouvez acheter directement des capteurs qui vont se connecter à un réseau Wi-Fi et qui vont vous remonter ça directement sur une appli. Vous n'avez rien d'autre à faire que de connecter à un réseau Wi-Fi. Aujourd'hui, tout le monde sait le faire, ou le connecter à un smartphone. Aujourd'hui, il est très, très simple aussi d'acheter des capteurs qui embarquent directement la liaison vers un réseau de l'Internet des objets, comme Sigfox, comme LoRa, comme la 5G, etc., etc. Donc, des choses qui étaient complexes à mettre en œuvre, où il fallait mettre des routeurs, etc. C'était compliqué. Maintenant, ça devient de plus en plus simple et souvent, le surcoût devient également de plus en plus faible. Voilà. Je pense avoir terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, c'est ça. Pour en savoir plus, donc, chez Testoon, on a un certain nombre de boutiques associées aux différents métiers de nos clients. Donc, si vous allez sur le site Testoon, vous pouvez retrouver la boutique de votre métier. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter. Voilà. Voilà, on peut applaudir Jean-Michel. Merci Jean-Michel pour ta présentation. Merci à toi. Tu vas garder le micro. On a quelques questions quand même. Voilà, oui. Désolé, j'ai vraiment très soif. Non, mais c'est normal. On n'avait pas mis la clim au début. Je me disais, la qualité de l'air, du coup, on ventilait plus, elle ne devait pas être très bonne. Mais on n'était pas arrivé jusqu'à se sentir mal quand même. Il y avait une question du public déjà, Morgane, qu'on va prendre tout de suite et qu'on va te poser alors. Alors, il y a une personne du public qui dit qu'il a acheté un kit Promévent sur votre boutique en ligne et pour faire des mesures de débit aux bouches dans le cadre de la RE 2020. Mais le matériel acheté n'a pas un étalonnage reconnu. Donc, il aimerait savoir ce qu'il en est. Est-ce que cela peut être utilisé dans le cadre d'un diagnostic? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Okay. C'est un sujet très spécifique, d'ailleurs, qui était couvert par la présentation d'il y a 3 mois. Hein. Oui. Les diagnostics donc, de bon fonctionnement des réseaux de ventilation dans le cadre de la RE 2020, c'est tout un dispositif qui est en train de se mettre en place. Il est en train de se mettre en place dans le sens où les formations existent que depuis quelques semaines, les certifications ou les qualifications n'ont pas encore été données. Et le matériel qui est nécessaire pour faire ces contrôles est également en train d'être validé, en train d'être qualifié. Donc, je ne sais pas qui est la personne qui a posé la question et bien évidemment, je l'engage à me contacter suite à cette présentation. Si le matériel a été acheté l'année dernière ou en début d'année, etc., les exigences d'étalonnage associées n'étaient pas encore définies. Et donc, on est en train de finaliser tout ça. Et depuis quelques jours, je crois qu'on a commencé les premières livraisons la semaine dernière, depuis quelques jours, donc on sait livrer ces appareils avec les certificats d'étalonnage nécessaires à cette activité. Et les personnes qui ont acheté du matériel dans le passé peuvent maintenant faire étalonner leur matériel. Il y a 1 ou 2 laboratoires en France qui ont cette compétence. Mais c'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Dans 90% des cas, les matériels qui ont été achetés pour le protocole Promévent pourront être étalonnés pour la RE 2020, mais il peut y avoir des exceptions qu'il faudra regarder au cas par cas. Si on élargit le sujet, c'est un peu le propre de l'appareil de mesure, c'est-à-dire que l'appareil de mesure répond à une réglementation. Et si les données de cette réglementation évoluent, du coup, on peut se dire qu'on a un appareil de mesure qui est plus adapté à la réglementation qui a évolué. Ça arrive. J'ai encore eu le cas ce matin. J'ai un client qui avait un thermomètre qui répondait à une réglementation qui a évolué. Donc, il était conforme dans la réglementation précédente parce que l'exigence de précision était de plus ou moins 1 degré. Elle est passée à 0,5. Donc, son appareil n'est plus conforme. Donc,
Il y a plusieurs solutions, hein. Soit il faut changer l'appareil, soit il faut l'ajuster, soit il faut prendre en compte les écarts qui sont donnés par le certificat d'étalonnage. Mais est-ce que des fois, Il y a donc, différentes solutions. est-ce que des fois, on peut se dire, quand on a des réglementations qui sont fluctuantes, on voit d'ailleurs la qualité de l'air intérieur, on renforce ces réglementations, on diminue les seuils, on peut se dire, bah, tiens, je prends un matériel plus précis, qui va permettre d'aller plus loin, et parce qu'il va permettre de suivre la réglementation sur plusieurs années. Ça peut être un pari. Après, on est parfois surpris par les angles que prennent les évolutions réglementaires. Oui, donc il faut mieux adapter quelque chose. Alors, il y avait une question que je voulais te poser aussi, ce que j'ai compris, que je n'avais pas compris suffisamment avant que tu l'expliques, c'est qu'effectivement, les gens, les professionnels se forment à la prise de mesures, sont qualifiés, certifiés, cofraqués. Bon, ça dépend les sujets, mais le choix de l'appareil est très important par rapport à la mesure que je vais faire. Et donc, il y a une dimension conseil au niveau du choix du matériel qui est importante. Et j'imagine vous la prodiguez à ce moment-là. C'est notre quotidien et c'est notre métier, effectivement, de prodiguer le meilleur conseil. Sauf que parfois, le conseil, il est simple à faire parce que dans les textes, les choses sont très claires et très précises. Je pense par exemple au test d'étanchéité à l'air. Les choses sont extrêmement précises, extrêmement claires. Tout est bien défini, les précisions, les incertitudes, les périodicités d'étalonnage, etc., etc. Et puis, il y a d'autres cas où les réglementations sont beaucoup plus floues. Je pense notamment, et là, ça touche à la qualité d'air, je pense notamment au diagnostic de sécurité gaz qui est fait par les diagnostiqueurs immobiliers depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Ce diagnostic sécurité gaz, il est fait par des professionnels à qui on a conseillé d'acheter certains types de matériel avec certaines précisions et on leur conseille fortement de faire vérifier et ajuster leur matériel régulièrement. Alors régulièrement, aujourd'hui, on dirait que c'est tous les 2 ans, par exemple. Pourquoi ? Parce que ces appareils, ils dérivent, tout simplement. C'est-à-dire qu'en début de vie, ils vont mesurer juste, et puis petit à petit, ils vont mesurer de moins en moins juste, jusqu'à perdre 30, 40, 50, 80% de leur sensibilité. Sauf que ce n'est pas écrit dans les textes, et donc souvent nos clients nous disent « oui, mais ce n'est pas obligatoire ». Oui, ce n'est pas obligatoire, mais en tant que professionnel, vous engagez votre responsabilité parce que nous vous conseillons de procéder à un entretien régulier, et si vous ne le faites pas, ça peut poser problème. Oui, il y a une vraie responsabilité de l'utilisateur de l'appareil, de s'assurer que l'appareil mesure correctement, parce que sinon, il produit un rapport qui est faux. Absolument, et en tant que professionnel de la mesure, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Voilà, on peut applaudir Jean-Michel. Merci Jean-Michel pour cette présentation.